magazine des entrepreneurs sur Sensation. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation pour votre nouvelle émission Parcours & Co en association avec TV78, un magazine sur l'économie, les entreprises, les startups. Nous allons partir à la découverte de celles et ceux qui font bouger le territoire. Je recevrai dans la seconde partie de cette émission Thomas Barenfeld pour nous parler d'Uber à la campagne, un service de livraison de repas à domicile dans le sud du département des Yvelines. Mais tout de suite, notre première invitée, c'est Emmanuelle Puteaux, présidente de l'association Créactive. Bonjour. Bonjour. Alors donc, comme je viens de le présenter, vous êtes présidente de l'association Créactive, une association qui accompagne et fédère des femmes porteuses de projets ou chefs d'entreprise. L'association est en place depuis 2004, même si le projet est plus ancien. En fait, c'était une initiative de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, d'arriver à aider les femmes à entreprendre. À l'époque, c'était probablement très différent. Et du coup, ils ont échangé avec le Centre d'information pour les droits de la femme et de la famille. Et ils ont fait en sorte de regrouper des femmes qui pourraient être intéressées, qui pourraient avoir envie de lancer cette dynamique. Et l'association s'est créée indépendamment, on va dire, des deux organes, mais ça s'est lancé par ce biais, oui. Et alors pourquoi une association uniquement composée de femmes ? Déjà, historiquement, je pense qu'effectivement, c'était plus compliqué. Et c'est vrai que souvent, on pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, ça a vraiment encore du sens ? Toutes les femmes peuvent créer de façon simple, et le statut d'auto-entreprise a beaucoup aidé. Mais c'est surtout pour qu'il y ait cette envie et énergie commune, pour leur montrer le chemin, pour leur montrer que c'est possible, parce que c'est souvent les femmes qui se mettent elles-mêmes des freins. C'est pas forcément la famille ou les relations professionnelles autour, donc c'est important aussi de les aider. Et puis il y a aussi un petit côté, quand on se retrouve, on est entre bonnes copines, pour être dans des réseaux à la fois mixtes et féminins, c'est pas la même ambiance, hein. Il y a vraiment ce côté entraide entre femmes, la solidarité féminine, on parle beaucoup de sororité aussi aujourd'hui, c'est aussi ça. Okay, c'est aussi venir poser les bagages. Certes, il y a le côté business dans le sens où on va s'entraider, hein, pas le côté business, on y va pour faire des affaires. Mais parallèlement, on a toutes des problématiques communes. Parfois, c'est dur. Donc, des fois, on fait des réunions où il y en a qui sont un peu plus dans un flux descendant qu'on les remonte. Et c'est aussi ça, l'association. C'est aussi les avantages d'avoir un collectif. On peut donner un chiffre, justement, 96% des entreprises de plus de 10 salariés sont dirigées par des hommes, donc ça a aussi un sens par là. Créactive, c'est entreprendre au féminin, donc sur le marché de l'entrepreneuriat, regrettez-vous le manque de place laissée aux femmes, justement ? Alors, encore une fois, je pense que les femmes, les places leur sont ouvertes. C'est simplement qu'elles se mettent peut-être des freins. Il y a aussi le côté difficulté, on va dire, traditionnelle des femmes qui ont déjà plusieurs casquettes à gérer. J'ai mis aujourd'hui le t-shirt Wonder Woman, n'est-ce pas ? Parce que c'est un petit peu ça. Se lancer quand on a des enfants, qu'ils soient petits, ados, qu'on ait des parents vieillissants qu'il faille aider. Et en plus, lancer une entreprise, ça peut être vraiment une montagne à gravir, et c'est pour ça que l'association est là finalement, pour leur montrer que c'est possible, pour leur montrer que il y a des tas de personnes pour les épauler, et que ça se passe bien parce qu'on a des tas d'exemples de personnes qui ont réussi, peut-être pas la première année, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est tout l'intérêt aussi de voir qu'on peut se réorienter, qu'on peut changer d'avis, se rendre compte que c'était pas le bon marché, qu'il faut peut-être faire autrement. Et l'association, c'est vraiment ça, s'entraider, échanger, partager, bénéficier du retour d'expérience des autres pour grandir plus vite finalement, et faire mûrir son projet, même s'il est déjà avancé, peut-être se réorienter avant un échec. Alors vous avez parlé de frein, vous avez parlé notamment du frein familial. D'un côté, est-ce qu'il y en a d'autres ? Je dirais que c'est le principal. Après, il y a forcément le côté financier qui peut être un frein. Il n'est pas forcément uniquement féminin, mais c'est toujours difficile, quel que soit le sexe, d'arriver à se lancer et se dire allez, tant pis, on prend des risques. Mais on se lance, et on a des adhérentes qui vont se lancer en parallèle avec un job de salarié. Il y en a qui vont se lancer avec le support de Pôle emploi, parce qu'elles vont continuer à toucher des allocations. Et puis il y en a pour qui tout d'un coup c'est plus possible, parce que divorce, c'est que
tout d'un coup, il faut caser des revenus réguliers, parce que y a des choses comme des accidents familiaux qui font qu'il faut se réorienter. Donc, on a un petit peu tous les profils, finalement, au sein de l'association. Mais il y en a qui vivent très bien, qui ont de la récurrence au niveau de leur salaire, et ça se passe comme, au final, si elles étaient salariées. On va dire la difficulté principale chez les femmes, c'est d'arriver à faire grossir, parce que tout de suite, il y a un risque supplémentaire à assumer. Et c'est là qu'on essaye de trouver des adhérentes qui, justement, seraient passées par là et avec succès, auraient embauché, auraient fait grossir vraiment une entreprise en passant de mon activité à l'entreprise et ses salariés. Ben c'est ça, justement, il y a des femmes entrepreneurs qui créent aussi leur propre emploi, mais y a-t-il beaucoup de femmes entrepreneurs qui créent une masse d'emplois autour de leur activité ? Peu. Là, c'est les statistiques qui parlent. C'est un risque supplémentaire. Les femmes, potentiellement, aiment moins le risque. Il y a des associations qui vont aider, notamment pour avoir des financements à la création d'entreprises. Ils vont plutôt trouver des hommes qui viennent demander des financements, et à côté de cela, des organisations qui vont plutôt aider, couver, comme on dit, c'est-à-dire éviter à la personne porteuse de projet de créer un SIRET, mais pouvoir tester son activité avec le SIRET de l'association, ça existe. Et bien là, ça va être plutôt féminin, donc sans que les femmes ont un petit peu plus peur, et c'est là aussi que Créactive intervient pour et justement, soutenir. Créactive, depuis 2015, vous êtes la présidente de Créactive, avec environ 130 adhérentes. L'association est composée de différents cercles, le Zen, le B2C et le B2B. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents fonctionnements ? Oui, alors les cercles, on les a créés avant cette fameuse crise, donc on a un peu mis ça en suspens. Tout est resté actif, on va dire, mais les cercles, l'idée, c'était de mettre ensemble des femmes qui ont la même activité ou les mêmes cibles, pour qu'entre elles, elles puissent trouver des synergies, créer des partenariats, proposer des offres ensemble, pourquoi pas répondre à des appels d'offres de façon plus structurée, pour donner un petit peu plus d'ampleur aussi au projet qu'elles portaient. Et du coup, voilà, je dirais que c'est la seule chose qu'on a mis entre parenthèses, parce que on faisait déjà beaucoup de visio là depuis 1 an et demi. Donc, oui, c'est ça, il y a eu des webinaires pendant l'été notamment. Quelles problématiques avez-vous travaillé justement durant ces temps d'échange ? Alors, l'intérêt de l'association, c'est qu'il va y avoir des entrepreneurs dans tous les domaines. Donc, on leur propose d'intervenir pour partager leur savoir aux autres. Donc, selon ce qu'elles savent, selon leur expertise, elles vont parler de sujets très différents, qui tournent très souvent autour du développement commercial, autour du développement personnel aussi. Le dirigeant a besoin de confiance en soi, de motivation, etc. Donc, c'est souvent ces deux sujets qui vont être abordés, et ça peut passer par le prix de vente, les statuts juridiques, comment communiquer efficacement, les réseaux sociaux. Oui, on rentre vraiment bien dans le sûr. détail à chaque fois de chaque partie. Voilà, mais c'est des thèmes qui sont laissés au choix finalement des adhérentes, puisque c'est elles-mêmes qui vont les animer pour les autres adhérentes. Et en parallèle, une fois par mois, on a une conférence qui là va être animée par quelqu'un d'extérieur à l'association. Et les thèmes vont tourner autour des deux mêmes développements et commerciaux et personnels, où là ça peut être la prise de parole en public, et à l'époque c'était la prise de parole devant un écran où on n'est pas forcément à l'aise. Voilà, les réseaux sociaux, c'est un sujet qui revient régulièrement, le développement commercial. Alors justement, vous parlez des réseaux sociaux, c'est aussi une force d'avoir autant d'adhérentes pour renforcer et augmenter la visibilité pour chacune. Alors, la visibilité est importante pour elle, bien sûr. L'association, fort heureusement, commence à être connue depuis le temps. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'elle puisse en bénéficier. On essaye de tout faire, justement, pour que l'association les aide à obtenir de la visibilité. Et ça se fait par le biais de chaque atelier, finalement, qu'elles vont organiser. Nous, on va le relayer sur le site internet. Elles vont avoir leur profil sur le site internet pour se mettre en avant, ce qui est très bien référencé par Google. Et puis, en parallèle, on organise des événements. Alors, certes, ça a aussi été mis entre parenthèses, mais ça va repartir. Où elles vont, un peu comme un mini-salon, en fait. Certaines vont avoir des stands, d'autres vont animer des petites conférences avec d'autres experts, des tables rondes. Donc, il y a
un mini-salon qui va concerner plus la famille, donc qui va être une cible particulière pour les entrepreneurs qui sont sur le bien-être. Un autre mini-salon qui traditionnellement se passe au Ski Cube, qui va être plutôt centré sur soit la création d'entreprises, soit le B2B, c'est-à-dire tous les services qui s'adressent justement aux autres entreprises de Saint-Quentin en Yvelines. Donc très varié, on y revient, oui, c'est vraiment ouvert à tous. Et l'idée, c'est vraiment de faire venir d'autres personnes à ce salon qui sont des alentours, qui parfois viennent de loin. Il y en a qui viennent de Paris pour assister à ces conférences. Et c'est Créactive, bien sûr, qui est force de communication pour faire connaître ces événements. Alors, vous êtes vous-même entrepreneur depuis 2009. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité ? Oui, alors moi je fais de la formation professionnelle, donc je suis formatrice freelance et organise de formation aussi, et je vais former sur des sujets comme le marketing digital, le marketing, comment convaincre, comment arriver à organiser son argumentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en face à face, décrypter le profil de la personne qu'on a en face pour être plus à même de le persuader d'acheter ce qu'on a à vendre, etc. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler justement des différents statuts d'entrepreneur par lesquels vous êtes passé ? Alors j'ai démarré avec l'auto-entreprise, qui a été pour moi un tremplin. Je pense que si ce régime n'avait pas existé, j'aurais pas osé me lancer à cause des charges, à cause de la lourdeur que ça impliquait derrière. Et petit à petit, parce que mes enfants étaient petits à l'époque, j'ai pu continuer à développer jusqu'à arriver au plafond. Et j'ai pu enfin créer une vraie société. Donc j'ai créé une SASU, c'est-à-dire que je suis toute seule dans ma société. Et l'intérêt de la SASU, si je peux en dire un mot, c'est que l'auto-entreprise, on paye des charges sur ce qu'on a gagné. Donc il n'y a jamais des charges fixes. Et la SASU, c'est un peu pareil, je me paye ce que je peux. Et il n'y a pas cette obligation d'avoir quelque chose de fixe qui tombe tous les mois, même s'il y a un mois où malheureusement on est un petit peu juste. Donc ça peut être un salaire tout à fait récurrent puisque je suis salariée dirigeante, mais ça peut aussi être en fonction des rentrées d'argent. Donc ça, c'est un statut qui est un peu plus souple. Ok, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités en fait finalement pour se lancer. Oui, tout à fait. Il faut arriver à trouver le bon statut pour ce sujet. Les maisons d'entreprise, celle de Saint-Quentin-en-Yvelines notamment, aide au business plan, permet justement de se poser les bonnes questions en fonction de ce qu'on veut faire de l'entreprise. Est-ce qu'on va vouloir la développer et trouver des investisseurs et embaucher des salariés, ou est-ce qu'au contraire c'est un fonctionnement qui est plus individuel. Alors pour finir rapidement, pour toutes celles qui souhaiteraient vous rejoindre après avoir écouté cette émission, comment faire pour intégrer Créactive et quelles sont les conditions ? Alors on a un site internet, créactive.org. Donc Créactive avec un S à la fin.org, on nous trouve facilement. Derrière, l'idée c'est que ce soit le moins cher possible. Je pense que l'adhésion n'a pas augmenté depuis au moins 10 ans, elle est à 55 € l'année. Et derrière, tout est gratuit. Donc quand on organise, comme cette semaine, une soirée retrouvailles de rentrée à l'Ibis, c'est gratuit. Il y avait un petit cocktail d'accueil, des conférences gratuites, des formations gratuites, tout est gratuit. C'est parfait. Merci à vous, Emmanuelle Putot, d'avoir participé à l'émission Parcours & Co sur Sensation. Merci. Et à très bientôt. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Créactive. Parcours & Co sur Sensation. Thomas Barenfeld, vous êtes l'invité de Parcours & Co. Bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes le gérant et fondateur d'Uber à la campagne. C'est un service de livraison à domicile même lorsque l'on habite à la campagne. Et c'est d'ailleurs le slogan de votre enseigne. C'est pas parce qu'on habite à la campagne qu'on n'a pas le droit de se faire livrer des plats par des restaurants. Alors tout d'abord, comment est né ce projet ? Le projet est né parce que c'est une envie que j'ai moi de le faire. Enfin pas de le faire, j'habite à la campagne, j'habite à Flexenville, au milieu des Yvelines, cœur d'Yvelines, et je travaille dans le 8e à Paris. À un moment, je me dis, le midi, je me fais livrer mais tout et n'importe quoi en 20 minutes. Et chez moi, c'est impossible de me faire livrer un burger, une pizza ou quoi que ce soit. Ça veut dire, je prends mon téléphone, j'appelle un restaurant dans un rayon de 10 km. On me dit, vous venez dans 30, 45 minutes, 1 heure. Je fais 10 minutes de voiture aller, j'attends sur place, 10 minutes de voiture retour. À la fin, on mange à 20h30, c'est froid. C'est pas un moment de plaisir. Enfin, c'est aussi un moment de plaisir, mais c'est pas le même moment. Et je me dis, c'est pas possible qu'en 2020, on puisse faire un truc de fou, qu'Amazon me livre à J+1, que la terre entière devienne de plus en plus précis sur la livraison et que personne ne sache le faire à la campagne. Donc mon métier, c'est d'être restaurateur. Je dis, ok, j'ai envie de le faire, j'ai envie de me faire livrer à la maison. Donc c'est parti d'une réelle expérience personnelle, finalement. Et d'une grosse envie personnelle de me faire livrer moi-même chez moi. Est-ce que vous aviez et vous avez toujours peut-être ce sentiment que les zones rurales sont de plus en plus abandonnées par les services du quotidien ?
Les zones rurales abandonnées, oui. Enfin, franchement, j'habite dans un village, il y a un seul commerce, un vendeur de tracteurs. Donc ça reste très limité. Ouais, je sais qu'il y a quelques années, il y avait un restaurant. Les années d'avant, il y avait des bars, il y avait des trucs. Il n'y a plus de vie dans ces lieux-là. Il y a des pôles d'attraction dans des villes moyennes de 2000, 3000, enfin des villages même de 2000, 3000 habitants. Et on se retrouve à devoir prendre la voiture pour acheter la baguette, tout et n'importe quoi. Et je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais c'est le côté émission de CO2 qu'on m'a souvent remis sur le fait de faire de la livraison. Et ce que j'ai trouvé rigolo dans notre modèle, c'est qu'en fait, on pollue moins que si quelqu'un va chercher à manger. Donc c'est intéressant de le notifier. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler des étapes justement de la construction de ce projet? Comment est-ce qu'il a été monté? Il a été monté d'abord sur l'envie de le faire. Donc il y a eu un très très gros travail de business model, parce que c'est un métier qui n'existe pas. J'ai trouvé personne. Enfin, quand on crée un modèle dans la base du BP, si on va aller benchmarker les gens qui font à peu près la même chose, j'ai trouvé personne en France qui faisait la même chose sur un volume important. C'est-à-dire que la pizzeria du coin qui va dire ok, en plus je prends un livreur en scooter et qu'il le fait en mode quand j'ai personne c'est 20 minutes d'attente, et puis parfois le vendredi soir ça va être 1h30 d'attente, c'était pas le benchmark que je voulais le faire de manière pro, et j'ai trouvé personne. Donc il y a eu un très très gros travail de modélisation, de savoir quelle est ma rentabilité sur l'usure d'une voiture, le salaire d'un livreur, combien de livreurs je dois avoir, la planification, une capacité de production d'un côté et une capacité de livraison de l'autre, en tenant des délais qui sont importants. La tenue du délai, c'est un des premiers engagements qu'on a. On est à 95% de nos commandes qui arrivent à l'heure, et c'est ça qu'on promet. C'est bon, c'est chaud, c'est à l'heure. Et ça a été beaucoup de travail. Donc il y a eu une maturation sur Excel très très importante. On modélise, ok, quelle est ma zone de chalandise, le temps aller-retour pour faire des commandes. On modélise le nombre d'habitants. Donc ça veut dire que si j'ai tant de livreurs, à la demi-heure, je peux faire tant de livraisons. Et ça devient des calculs très très compliqués pour se dire, est-ce que j'ai un modèle économique? Parce que je ne suis pas encore... très très vieux, mais j'ai 36 ans, j'ai un peu d'expérience, j'ai eu un dépôt de bilan une première fois dans ma vie, et je me suis dit, celui-là, je dépose pas le bilan, donc le jour où je vais à la banque, je sais que je suis bon. Vous êtes servi de votre expérience précédente. Justement, combien de temps est-ce que vous avez mûri ce projet, et justement préparé, comme vous nous le dites avec tous ces détails? Combien de temps ça a pris toute cette période de préparation avant de lancer la chose? J'ai l'idée en avril 2020. Pendant le premier confinement, quand les restos sont fermés et que tout le monde me dit resto fermé, oh là là, la livraison à Paris, ça s'envole, les services de livraison, c'est le feu, machin. Tout le monde fait de la livraison, et là-dessus, j'ai deux idées. C'est de me dire, non, déjà, pas tout le monde. Il y a 50% des habitants en France qui n'ont pas accès à un service de livraison de restaurant. C'est quand même une grosse réalité, il y a 50%. Le leader du marché couvre moins de 50% des habitants, le deuxième derrière couvre 35% des habitants en France, et on sait qu'il plafonne pour descendre en dessous de zones de chalandise en ville de moins de 50 000 habitants, voire 35 000 habitants, ce qui veut dire qu'il y a une grosse moitié de la France que personne ne sait opérer. Donc j'ai cette idée-là en avril 2020. J'en parle, on me dit que c'est une connerie, machin, comment tu vas faire? D'autant que j'ai cette envie d'aller à contre-courant du modèle économique actuel. C'est mes livreurs sont salariés, les voitures sont à nous. On a une promesse, un engagement de ce côté-là qui est assez important. Et on avance. Je cherche un local. Je vais sur le bon coin. En 5 minutes, je trouve mon premier local, ce qui est improbable. On en reparlera plus tard, mais parfois ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Je dis ok, c'est ça que je veux. Ça fait 90 mètres carrés dans une zone d'activité. Je le vois, j'ai la hauteur, je peux faire tout ce que je veux. Et là-dessus, on part dans monter le projet financier. On se retrouve avec un BP qui est intéressant, c'est-à-dire que j'ai un plan de financement qui, d'un côté, peut paraître important, parce que je suis sur un plan de financement, j'ai un peu plus de 155 000 euros de CAPEX. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous détailler justement tous ces chiffres? Ouais, j'ai 155 000 euros d'actifs. Dans ces chiffres, j'ai de la maçonnerie, finalement pas tant que ça, 30 000, de l'électricité, 10 000, ça reste un restaurant. J'achète 7 véhicules, donc je ne sais plus à combien j'en suis, je dois être à 30 000 euros de véhicules. Il y a tout le matériel de la cuisine, j'en suis à 55 000 euros de matériel cuisine. Je fais venir une entreprise qui est spécialisée dans la pose de CVC, et là j'en suis pour 28 000 euros. Et là, en fait, on se rend compte que dans un hangar perdu dans une zone d'activité où la plupart de mes voisins font du stockage, je viens de mettre 150 000 euros pour construire un restaurant. On arrive, on se dit, tiens, une porte sectionnelle au milieu de tout ça, on lève. Non, en fait, c'est une grande cuisine de 90 mètres carrés. Donc là-dessus,
Et en plus, tous les aspects qui ne sont pas de l'actif, qu'on va burner au début. Je crée une marque, je crée des réseaux sociaux, je fais une com assez importante en digital parce qu'il faut se faire connaître. Alors, je vais le dire, on parle de la désertification des commerces dans les zones rurales. Ouais, en attendant, les réseaux sociaux, ça marche très bien. Alors, le digital est important. Justement, vous l'avez dit, c'est important. J'aimerais revenir également sur le fait que vous faites de la livraison, mais vous êtes surtout à la base des restaurateurs, vous l'avez dit, vous êtes un restaurateur, et je crois que vous n'aimez pas trop la comparaison avec les fast-food. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? On va rapporter ça au ticket moyen. Un fast-food, c'est un restaurant qui va être grosso modo entre 5 et 8 euros, qui a des préoccupations de chiffre d'affaires qui sont d'avoir un flux très 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 important et qui va avoir un coût de revient de sa matière première entre 1 euro, parfois moins d'1 euro pour le plat, à 1,20 euro. Donc on a du surgelé, c'est facile à faire, il y a très peu de travail de préparation parce qu'on veut très peu de masse salariale sur de la préparation. En fait, on cuisine pas. On va assembler des produits pas chers entre eux qui à la fin font un truc plutôt sympa. Il y a des fast-food qui sont bien. Je suis grand admirateur de ce que fait McDo et pour le coup, la qualité finale est plutôt bien. Moi, j'avais envie de manger ce que j'aime. Et ce que j'aime aujourd'hui à 35 ans, c'est plus forcément de me faire un McDo pas cher et je suis prêt à aller mettre 15 euros pour bien manger. Donc mon burger, c'est un buns qui vient de chez le boulanger, d'un boulanger qui est spécialisé dans les buns, qu'on achète assez cher. La viande, c'est une viande française qu'on va hacher sur place tous les jours. Donc on fait nos steaks hachés maison, on a du fromage AOP, on cuisine, on fait nos oignons rissolés, on fait notre viande hachée. Toutes les découpes, toutes les légumes sont découpés sur place, toute la viande est découpée sur place. On cuisine à la commande, c'est un restaurant. Alors c'est un restaurant rapide, parce que c'est une offre de resto rapide, donc on n'est pas sur un service en salle. Je ne revendique pas être un gastro, mais je dis mes burgers sont bons, mes tailles sont bons, nos salades sont bonnes. Alors justement, on va en parler de ces plats. Il y a des burgers, des salades et des Cobra Thai. Est-ce que vous pouvez rapidement nous détailler ce que vous proposez ? Ouais, aujourd'hui c'est 3 marques. Les Nervous Burger avec une offre de 5 burgers, ou très classique, on a le même pain, le Ben Buns partout, et puis on va changer le fromage, les sauces avec du Munster pour les plus énervés, de la fonte d'Ambert pour les plus légers, du cheddar assez classique. Chez Cobra Thai, j'ai voulu ça sympa. Moi j'aime bien, et ça m'a valu de grands débats lors de la construction de l'offre, où je voulais faire du wok. J'adore la cuisine thaï, on n'est pas dans le gastro, on est dans la street food thaï, et la street food thaï ça se fait au wok. On m'a dit ouais mais t'es pas dans le show cooking. Et je suis désolé, le wok ça donne pas le même goût, ça cuit pas pareil, ça n'a pas le même rendu, et je trouve ça assez génial comme outil, le wok. Ça permet de cuire très très fort, de donner un goût qui va à un moment fumer, ça va mijoter à une vitesse extraordinaire parce qu'on fait un curry en quand on met la sauce et qu'on la fait mijoter en 30 secondes, le grain imprégner les légumes, tout ça. Et puis moi j'adore les faire sauter perso, ça fait des stories très sympas. Donc ouais, voilà, on en revient toujours, l'aspect communication est très important quand on est à distance. Justement, ces produits, ils sont livrés et dans le respect du métier du livreur, la livraison est facturée à 3,50 € et le temps d'attente en commandant chez Uber à la campagne est en moyenne de 35 minutes. Il y a eu le boom des livraisons pendant les périodes du confinement et le job de livreur a posé quelques questions. Qu'en est-il chez vous ? Est-ce que vous pouvez nous redétailler ? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Le métier de la livraison, c'est un métier de logistique. C'est comme une approche comptable, c'est une approche qui est très très simple. À un moment donné, j'ai des ressources qui sont ma capacité avec le nombre de livreurs que j'ai des besoins, c'est mes clients qui me demandent à un moment de livrer et c'est un truc très simple, tout le monde veut se faire livrer entre 19h45 et 20h15. Bon, si je prends des auto-entrepreneurs et que je sais que j'ai 25 commandes entre 19h45 et 20h15, j'ai pris 15 auto-entrepreneurs qui vont peut-être faire dans la livraison 3 commandes. Donc ça c'est facile, j'ai pas à les payer, j'ai pas de minimum légal à leur fournir. Ils sont auto-entrepreneurs, c'est leur problème. Moi j'ai un besoin de rentabilité. C'est-à-dire que entre 19h45 et 20h15, je peux pas livrer 15 commandes. Entre 19h45 et 20h15, je peux en livrer 6. Donc on met des maximums par créneau horaire pour fluidifier le travail, ce qui est un travail extrêmement, qui nous a pris beaucoup de temps et beaucoup de réflexion pour en arriver là. Et on arrive à trouver une rentabilité avec nos livreurs en salarié, en sachant qu'un livreur va faire 8 livraisons, 9 livraisons les bonnes soirées. Donc oui, les 3,50 € qu'on demande, c'est une contribution au salaire du livreur, en sachant que, je le rappelle quand même parce que c'est important de le savoir, un salarié au SMIC en France coûte à l'entreprise 14,60 € de l'heure.
Et toujours pour continuer un petit peu sur les chiffres, est-ce qu'au bout d'un an, est-ce que la société est rentable? Est-ce que l'entreprise est rentable? On a 6 mois. Rentable, oui, on l'est. On a eu des hauts, pas vraiment des bas. On a commencé pendant un confinement sur la fin du dernier confinement. Et puis on a fait une com importante, donc c'est parti très 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 fort. Il nous a fallu un moment pour appréhender ce niveau de chiffre d'affaires qu'on n'avait pas estimé. On a concrètement fait un peu plus de 2 fois ce que j'avais envoyé à la banque sur le prévisionnel, je crois 2 fois et demi le prévisionnel à l'ouverture. Donc c'est très satisfaisant et ce n'est que le début. Un mot juste pour terminer en 30 secondes, les futurs projets pour Uber à la campagne. On a trouvé un deuxième local, je suis très heureux. Le premier, il m'a fallu 5 minutes, le deuxième, ça fait 4 mois que je suis dessus. Il y a des enjeux locaux qui sont ce qu'ils sont. Et on va nous retrouver bientôt dans la zone du PO Danais. Au moins c'est indiqué, puis bientôt un changement de nom également. Oui, je ne citerai personne, mais le nom Uber à la campagne a été contesté par une très très grosse boîte. Et donc à partir de mercredi prochain, nous appelons Gaston à la campagne, qu'en plus je préfère et que tout le monde a l'air de préférer. Et bien voilà, Gaston à la campagne. Merci à vous Thomas Barenfeld d'avoir participé à l'émission Parcours & Co sur Sensation. Merci Julien pour l'invitation. Une émission en association avec TV78. Je rappelle que vous êtes le gérant de Uber à la campagne, bientôt Gaston à la campagne. Et pour en savoir plus sur nos invités et leurs activités, vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site et application Radio Sensation.